Ok. Alors, je préviens tout de suite, je vais parler un petit peu longtemps. Euh, J'espère pas vous endormir. Si jamais je vous endors, vous m'interrompez. Si vous ne me comprenez pas, vous m'interrompez aussi parce que, en fait, je vais parler de deux œuvres qui sont assez complexes dans leur récit. Donc, voilà, c'est important de bien tout comprendre tous ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas, ça me dérange pas que vous m'interrompiez. Donc, le portrait est en anglais. It's in English so that you can follow a bit. Et les citations sont en allemand, mais je vais les lire en français. Donc j'ai fait un petit travail de traduction qui n'est pas toujours absolument excellent, mais bon, ça fait le travail. Donc voilà. L'Apocalypse et après, l'humanité agonisante chez Dietmar Dat. J'ai traduit par Apocalypse and What Now parce que je voulais cette double dimension qui était à la fois qu'est-ce qu'il y a après l'Apocalypse, donc le post-apo, et en même temps, et après, est-ce que c'est si dramatique que ça? Donc on va voir si ça marche. Sur l'écran. Ah oui. Okay. Ah non, pas du tout. Ok. Sur l'écran, littéralement. Une fois qu'il lance. Okay. D'accord, ok. Merci. Donc, ça. Merveille. Donc, justement, j'avais envie de commencer cet exposé avec les paroles désormais fameuses de Robert Neville dans I Am Legend, Je suis une légende de Richard Matheson. How long did it take for a past to die? Combien de temps le passé met-il à mourir? Si cette question hante les pensées de Neville, c'est bien sûrement parce que celui-ci est forcé de contempler la lente agonie d'une humanité, de constater que l'humain qu'il est appartient désormais au passé. En ce sens, l'univers de Matheson est probablement ce qui s'approche le plus d'une vision apocalyptique et cauchemardesque, où le protagoniste fait face, impuissant, au déclin de l'ordre établi, mais bien aussi à une identité qui se fracture. En effet, qu'est-ce qu'un humain dans une société de vampires sinon un monstre? Je suis une légende peut ainsi se comprendre comme la dernière lutte de l'humain à l'aune de sa disparition. Elle est l'histoire apocalyptique, celle de la fin des temps, ou, c'est ce qu'on verra, la fin des temps pour l'humain, en tout cas. Néanmoins, le récit apocalyptique n'est pas seulement une pensée de la fin. Au sens traditionnel, biblique, il signifie bien plutôt l'avènement d'un nouvel ordre idéal et relèverait alors plutôt de l'utopie. Car il faut bien le souligner, l'apocalypse est, avant d'être une esthétique du désastre, en premier lieu un genre littéraire contenant une forte dimension politique. On peut penser à Jean de Patmos, Saint Jean dans la Bible, et il s'agit ici plutôt d'un pamphlet critique de son époque, de l'ordre établi, révélant un désir de destruction universelle. C'est donc également ainsi qu'il s'agit de comprendre le sens premier d'Apocalypse, le sens d'Apocalypse c'est révélation, comme une prophétie annonçant la fin d'un monde, certes, mais afin d'en établir un nouveau. Donc ici, une société idéale, pacifiée, etc. Je pose ma question, qui est une question un peu rhétorique et un peu provocante à dessein. Pourrait-on alors affirmer que l'Apocalypse est profondément optimiste et révolutionnaire ? Si au sens traditionnel, elle signifie la possibilité du changement radical, même si cela passe évidemment par une certaine violence, il semblerait que la résurgence de cette thématique dans les imaginaires contemporains s'accompagne d'une dimension plus négative. Les sociétés post-apocalyptiques ne sont pas faites de quelques élus méritants, ils sont de simples survivants tentant de s'adapter à ce bouleversement. Donc ici, la notion de post-apo vraiment. L'apocalypse devient imagerie catastrophique, cristallisant peur et angoisse d'une humanité qui a entrevu à quoi pouvaient mener ces excès prométhéens. Donc là, on peut penser bien sûr à la menace nucléaire, mais également au changement climatique, qui est quand même une thématique qui est assez actuelle. Et donc peut-être ce motif est-il aussi une manière de conjurer un sentiment d'impuissance, prophétiser pour mieux maîtriser un devenir d'autant plus incertain que nous vivons entourés de technologies qui nous dépassent. Alors, dans tous les cas, cette thématique s'est complexifiée, enrichie par de nombreuses productions, ce qu'on a vu ce matin avec la mainstreamisation du genre. C'est précisément justement la diversité des interprétations qui traversent le motif de l'apocalypse que j'aimerais analyser ici dans deux œuvres de science-fiction contemporaine germanophone de donc Dietmar Dat, qui est l'auteur que j'étudie. Et donc je vous ai fait un petit schéma pour qu'on comprenne. Donc la première œuvre, c'est L'abolition des espèces, qui donc Die Abschaffung der Arten en allemand. L'abolition des espèces a été traduit en anglais et qui a été publiée en 2008. Elle ébauche en fait un univers post-humain vraiment au sens littéral, où des animaux génétiquement modifiés, qu'on appelle jantes, ont remplacé l'humanité et s'interrogent sur la fin de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est lorsque l'humain est au devant de la scène, détenteur du discours, de la culture, des technologies, etc. Donc, il s'agit ici d'une apocalypse sans bruit, délestée de sa dimension spectaculaire. Ici, il n'y a pas de planète à feu et à sang, mais une société amenant progressivement un nouvel ordre dont l'enjeu est profondément techno-biopolitique. Je m'expliquerai un petit peu plus tard sur ce terme. Donc, on pourrait également ajouter qu'il y a plusieurs apocalypses dans ce roman.
marquant la fin d'une société qui est alors aussitôt remplacée par une autre. Donc ici, c'est plutôt une évolution qu'une révolution, dans un sens. Et justement, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à cette notion de catastrophe et de catastrophisme, parce que quand on parle de post-apo, on a cette idée d'effondrement, de désastre. Hein. Enfin, c'est l'affiche aussi qu'on avait choisie. Hein. Il y a cette notion de catastrophisme. Ici, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les détenteurs du discours, ce sont les gens, ce ne sont pas les humains. Si les humains pouvaient parler, et on verra qu'ils ne peuvent pas parler, je pense qu'ils diraient que c'est une catastrophe. Mais comme ce sont les gens qui sont les détenteurs du discours, et bien précisément, cette question ne se pose pas. Et c'est pour ça que je faisais un petit peu le parallèle avec I Am Legend, parce qu'il y a un petit peu cette même notion. Le protagoniste, Neville, c'est ce qui lui arrive. Pour lui, c'est une catastrophe, c'est la fin de son monde, mais pour la société de vampires qui le remplace, ça ne l'est pas. Donc bon, voilà. Deuxième œuvre, Pulsarnacht, La nuit des pulsars, publiée en 2012. J'abrège à chaque fois par DA et PN, donc Pulsarnacht. On retrouve ici le thème de l'apocalypse, sous son aspect le plus traditionnel peut-être. Donc, dans un ordre politique interstellaire où différentes espèces tentent de cohabiter, les dîmes, qui sont des êtres androgynes réduits en esclavage et dont on a volé jusqu'à l'histoire, continuent avec ferveur à raconter le mythe de la nuit des pulsars, cette nuit où tous les pulsars, donc les pulsars ce sont des étoiles à neutrons, donc cette nuit où tous les pulsars s'éteindront en même temps. C'est quelque chose qui est impossible du point de vue physique, notamment à cause des questions d'espace-temps, mais pourtant cette prophétie se réalisera et poussera les dîmes à retourner à leur terre originelle. Voilà. Donc à première vue, il s'agit de deux visions qui sont radicalement différentes, d'un monde post-apocalyptique, et où cette thématique a des implications diverses. Mais nous verrons qu'en racontant la fin des temps, les deux récits amènent des idées qui sont parfois très similaires. Donc c'est un petit peu aussi cette idée-là de montrer qu'au final ce sont deux visions qui se rejoignent. En tout cas, c'est mon hypothèse. Donc j'aimerais à la lecture de ces deux œuvres m'intéresser aux différentes connotations de l'histoire apocalyptique, à ce qu'elle révèle de certaines peurs contemporaines, mais bien aussi de sa dimension profondément politique. Et ça, en particulier, sous la plume d'un auteur qui se dit lui-même néo-marxiste. Dietmar Datz, c'est un néo-marxiste. Il s'agira également de se pencher sur les images de l'humain, enfin, les images du post-humain et par retour les images de l'humain qui émergent de ces textes, et également de l'idéal humaniste, ou ici post-humaniste, que suppose une apocalypse politique. Donc, dans ces deux romans de science-fiction, l'apocalypse prend diverses significations. En premier lieu, donc, elle est politique, profondément révolutionnaire par l'ordre nouveau qu'elle exige. Elle se veut également critique des sociétés préexistantes. Donc, dans un cas, c'est une société humaine trop anthropocentrique dans l'abolition des espèces, et dans La nuit des pulsars, c'est une société esclavagiste envahie par un capitalisme effréné. Dans un deuxième temps, l'arrivée de l'apocalypse peut toutefois aussi s'apparenter à une réflexion sur l'ordre cosmique du monde. Ça peut être, dans l'abolition des espèces, une marche impossible à enrayer, ou bien un calcul de l'univers dans La nuit des pulsars. En ce sens, ça nous fait réfléchir sur la volonté de maîtrise proprement humaine et sur sa vanité. Troisièmement, en tant que fin des temps, elle est nécessairement une réflexion sur et une remise en cause de notre conception de la temporalité. Donc on pourrait dire un serpent mythique qui se mord la queue, elle peut ainsi être comprise comme un retour à un état précédent, que ce soit la Genèse, l'état de nature, le début des temps. Donc comment l'Apocalypse peut réamener finalement cette idée de Genèse. Et ça recouperait un peu la notion d'histoire cyclique. Et puis, quatrièmement, on peut voir d'un point de vue symbolique, il est certainement possible de comprendre ces apocalypses comme des seuils entre vie et mort, entre conception et décadence, entre déchéance et renouveau. Donc voilà, ça c'est un petit peu les thématiques. Je vais commencer avec ma première partie que j'ai appelée Tabula Rasa et les libertés techno-biopolitiques. Je vais expliquer. Ça, c'est l'abolition des espèces. À chaque fois, je fais l'abolition des espèces et puis ensuite la nuit des pulsars. Comme ça, on est au clair. Donc, l'abolition des espèces, je vous ai parlé des jantes, dont la société repose sur la liberté absolue des corps, eine allseitige Freiheit en allemand, pas de déterminisme biologique. Ces animaux-tech peuvent changer à volonté de sexe, d'espèce, du féminin au masculin, du blaireau à la baleine, voilà. Etc., etc. Certains sont même constitués de plusieurs nano-animaux à la manière des essaims, comme l'Ivienda par exemple, qui est un essaim d'hexapode. Donc voilà, c'est vraiment des chimères biotechniques. Ainsi, l'altérité, l'altération même font partie intégrante de ces individus et aussi de la structure de cette société. Plus que de simples cyborgs, ils sont des métamorphes, sujets à d'innombrables allers-retours entre un soi et une version altérée de celle-ci qui donne lieu à un renversement des anciennes valeurs humaines. Pour ces jantes, pouvant changer de sexe, la notion de masculinité ou de féminité est comprise et acceptée dans son artificialité.
Être homme ou femme relève du choix et non d'un substrat biologique. Il en va de même de leur corps, à l'air gentil, à l'air des jantes. L'on porte des mains humaines en guise de mode, parfois on y met 6, 7 doigts, ça dépend. C'est une mode. Donc ce point de vue frivole sur l'identité, der frivole Standpunkt zur Identität, est pourtant profondément politique, puisqu'il renie toute tentative de déterminisme pour le remplacer par une phylogénie progressive, donc l'idée d'une évolution progressive. Et surtout une liberté qui est inscrite dans le droit. Donc la loi des jantes, elle s'articule autour de 4 grandes catégories. Numéro 1, la question du genre. Numéro 2, l'art de la collectivisation. Numéro 3, l'abolition des espèces. Et en dernier lieu, la protection des droits. Cette abolition des espèces comme choix politique, la libération du corps de son substrat biologique, sont la base de cette société en apparence idéale. Et dès lors, il ne peut plus y avoir de discrimination. Ce qui détermine le comportement social, c'est plutôt l'empathie. Il semble donc que les jantes aient décelé le potentiel libérateur que pouvait constituer un affranchissement à travers les technologies d'une histoire évolutionniste du vivant. Enfin, quand je dis histoire évolutionniste du vivant, c'est Date lui-même qui fait référence avec le titre de son roman à Darwin, puisque ça fait penser à l'origine des espèces, The Origin of Species de Darwin, qui a été écrite en 1859. Voilà. Et précisément, c'est ce que n'ont pas fait ni compris les humains. Les quelques spécimens restants connaissent un sort similaire à Neville dans Je suis une légende, à la différence près peut-être que les humains de date, eux, ne tentent plus de se battre contre leur disparition. Oui, c'est très joyeux. Leur langage a presque disparu. Ils affirment, citation, « Que pensaient les derniers hommes ici ? Ici, ils pensaient, car leur tête était cassée, peut pas parler. Et puis, je vais me déliter, car je suis déjà mort. » Pardon. Ouais. C'est qu'ils sont frappés, en fait, de damnatio memoriae. Voilà. Damnatio memoriae, c'est-à-dire que leur mémoire disparaît, leur langue, leur culture, leur loi, tout. Tout ce qui faisait qu'un jour ces génies saccageurs avaient eu une place prépondérante leur est retiré. Génie saccageur, c'est une citation aussi. Il s'agit là d'une décision politique, bien sûr. L'humain, considéré comme violent, érigeant des sociétés patriarcales et spécistes, doit être mis à l'écart. Je cite, « Cela devait rester ainsi, et c'est pourquoi l'on devait empêcher les ennuyeux restants de ressusciter leurs usages incompréhensibles et détestables. » Les ennuyeux, c'est les humains parce que l'époque de l'Anthropocène est appelée par les jantes l'ennui. Donc, les ennuyeux sont les humains. Les jantes ont fait du techno-biopouvoir. Alors, cette fois-ci, je vais m'expliquer sur techno-biopouvoir. Le biopouvoir, c'est l'idée foucaldienne. Bon, on en a un petit peu parlé, finalement, avec la dystopie. C'est l'idée foucaldienne que les corps sont les lieux du pouvoir. Donna Haraway, elle reprend cette même idée en poussant un petit peu plus loin le concept, c'est-à-dire que les corps sont les lieux du pouvoir, en particulier à l'ère des technologies, à l'heure où nous nous incorporons de bio, de nanotechnologie. Et donc, il faut comprendre ces corps comme traversés par des flots technologiques, ceux d'information, par les nanos, les biomachines. Donc, dans tous les cas, nos jantes qui, eux, n'ont pas perdu de temps, ont fait du techno-biopouvoir le cœur de leur politique afin de se saisir de sa puissance émancipatrice. Mais aussi afin de s'assurer de la fin de l'Anthropocène. Donc, les jantes ont justement orchestré un bioterrorisme de masse à travers l'ingestion de nanopoisons qui donnent aux humains de manière un peu secrète et qui privent ces humains de leurs mains et ainsi de leur avantage évolutif. Alors, ce qui est reproché à l'humain, c'est une politique balourde, plumpe politique, n'ayant pas su saisir les potentiels d'une ère technologique qui a mené un bouleversement profond, d'avoir confiné l'humain au sein de ses propres frontières. Sa vision trop anthropocentrique, on pourrait dire. Ici, l'on peut souligner en quoi l'aspect catastrophique de l'apocalypse ne concerne que les humains, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, donc ceux qui appartiennent à l'ancien ordre. Pour les jantes, en revanche, il s'agit d'une société idéale et bienvenue qui ne se départit pas d'une certaine violence à l'égard des humains, on l'a vu. Donc, voilà. C'est ça. Par ailleurs, donc là je passe sur l'aspect un petit peu plus politique, plus économique, pardon. Donc la société post-humaine et post-apocalyptique des jantes se distingue aussi de la société humaine par la manière dont elle gère l'économie. Si cet ordre n'est pas exemplaire, on l'a vu, il y a ici la tentative de trouver une alternative à un capitalisme effréné. La situation économique de l'ennui, donc l'ère de l'Anthropocène, est à ce compte-là vue comme un chaos. Donc je cite, « Ils sont responsables, ils, c'est les humains, ils sont responsables de leur propre chaos, des interdépendances, sous-entendu des marchés, du carrousel de la circulation monétaire, qui faisait qu'à la fin, plus personne ne savait qui endosse le risque de défaillance, responsables de leur jeu de pyramide, de leurs échelles absurdes. » Donc le lion Cyrus lui-même évoque un passé où, à cause de leur gestion de l'environnement et de l'économie, les humains devaient faire face à la surpopulation, à des dérèglements climatiques et à un étalement urbain sans précédent. Donc, je pense que ça fait très largement référence à notre situation contemporaine.
Tout cela est vu d'un œil évidemment très critique par le lion. Critique toute politique, donc à l'économie de marché, il semble donc que la société post-apo idéale soit aussi une société libérée des bulles de spéculation. Néanmoins, comme on le verra un peu plus loin, la société des jantes est loin d'être idéale et le récit est truffé d'autres apocalypses. Et donc il y a le dernier monde, je n'ai pas parlé de cette dernière apocalypse. Le dernier monde qui émerge à la fin du livre relève d'une forme d'apocatastase. C'est un peu barbare, mais c'est une manière de dire. L'apocatastase, c'est lorsque toute chose est restaurée en son état d'origine, donc une forme de genèse. Et bien donc ici, il s'agit d'un musée à ciel ouvert où se joue et s'entremêlent le passé et le futur. Dans ce dernier monde, aux allures de Genèse, on a un personnage qui s'appelle Rayoneke Niagnvo, en français ce serait Rayoneke nulle part. C'est un renard. Voilà, donc Rayoneke Niagnvo, c'est compliqué. Donc Rayoneke Niagnvo, c'est un renard qui finit par se libérer de son corps pour devenir invisible. Et dans ce monde-là, lui, n'a pas le droit d'entrer. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en tant qu'ancien régulateur de l'économie et ancien businessman, on peut le voir comme l'allégorie de la main invisible dans la théorie d'Adam Smith. Donc la théorie d'Adam Smith, c'est la théorie de l'autorégulation des marchés. Là, je suis une analyse de Solveig Nitzke qui parle de ce personnage comme l'allégorie de la main invisible. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il n'a pas le droit de rentrer dans ce dernier monde. En revanche, on a Cordula Speth qui, elle, est devenue bergère. Donc là, on a un motif apocalyptique aussi encore, qui prend soin de ses moutons en leur disant, citation, « Tu n'as pas d'argent, petit sot, Personne ici n'a d'argent, ça ne manque à personne. » Donc on voit bien ici comment la notion d'apocalypse dans l'abolition des espèces prend une dimension hautement politique, celle d'une volonté révolutionnaire dont le texte apocalyptique est le manifeste. Date ébauche les contours d'une utopie des corps et de l'économie, utopie qui pourtant ne tarde pas à se transformer en son inverse, utopie qui est, si l'on en croit sa dernière image, peut-être irréalisable. Quoi qu'il en soit, la critique de l'humanité subsiste, féroce envers les visions anthropocentriques et normatives. Alors, la nuit des pulsars. Est-ce que tu serais assez noble pour me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît ? Parce que comme je m'agite beaucoup... donc, la nuit des pulsars, dans cet univers qui s'étend également sur plusieurs milliers d'années, donne logiquement une version largement modifiée des rejetons de l'humanité. Au début du récit, ceux qui sont considérés comme les post-humains sont les membres des lignées unies, donc j'ai appelé ça United Lines, c'est Vereinigte Linien en allemand, et ils vivent donc sur la planète citée Yazaka, qui est un véritable bijou de tech nommé le monde diamant. C'est pour ça que j'ai mis un petit diamant. Voilà, Diamantenwelt. Ceux-ci sont des cyborgs humains interfacés avec un ordinateur quantique que l'on appelle Tlaloc. Et cet ordinateur quantique fait partie intégrante de leur vision du monde. Donc la technologie fait partie intégrante de leur monde. En ce sens, on pourrait déjà considérer que cet univers futuriste est déjà post-apocalyptique, puisque l'humanité n'existe plus sous la forme qu'on lui connaît. Néanmoins, ce roman nous fait basculer dans une deuxième ère, passant d'un monde post-apo à un monde, on pourrait dire, post-post-apo. Donc, cette apocalypse est traitée de manière très traditionnelle par Dietmar Date. Elle a le sens de révélation. Pour être exact, en fait, il y a 2 révélations dans ce roman. La première, c'est la nuit des pulsars, prophétisée par les dîmes, qui advient malgré son impossibilité. Voilà. La deuxième, c'est que les dîmes sont les vrais descendants des humains. Donc toute leur histoire, leurs souvenirs ont été repris et réappropriés par les cyborgs quantiques. Donc je vais les appeler les cyborgs quantiques, des fois les post-humains, des fois les cyborgs post-humains, mais globalement vous allez comprendre. Ces derniers, donc les cyborgs quantiques, sont en fait une espèce alien supérieure, à quoi fait référence d'ailleurs le mot Tlaloc, puisque le Tlaloc c'est une divinité aztèque. Donc ces cyborgs quantiques en fait sont plus des bio-cyborgs que des techno-cyborgs, et d'ailleurs ils ont aussi inventé les portes Atto, qui sont des portes qui permettent de voyager dans le temps. Donc ça c'est un petit peu pour les détails. Donc cette nuit des pulsars, elle permet aux dîmes de récupérer leur planète, mais aussi l'histoire qui leur avait été volée. Il y a une dîme qui le rappelle à César, citation, « Vous nous avez pris notre histoire, nos noms, nos légendes. » Donc dans l'ordre du monde qui précède cet apocalypse, ce sont les lignées unies, les Skyfo, les Bintour et les Kustai qui gouvernent ensemble. Donc c'est toutes les formes aliens que j'avais mis au début dans le schéma. Je vais pas parler de toutes les formes aliens, je vais simplement parler des Kustai. Donc ce sont des sortes de reptiliens dont la valeur première est l'argent. Et ils ont réduit donc les dîmes en esclavage. Ces dîmes sont appelés assistants, Helfer. Et les cyborgs post-humains n'accordent absolument aucun crédit en fait, à ces dîmes. Ils sont considérés comme des êtres à l'intelligence inférieure
et se côtoient peu dans la première partie du livre. Que les dîmes aient une compréhension des Tlalocs surprend d'ailleurs les humains. Voilà, je vais sauter la citation. De fait, la société des post-humains est une société hautement technologique. Toute l'organisation, les lois, le langage reposent sur ces améliorations technologiques. Cet aspect qui permet l'hégémonie de leur civilisation rend d'autant plus curieux la sagesse des dîmes, qui eux ne maîtrisent pas la technologie mais semblent conserver un savoir traditionnel, parfois plus perspicace que la raison. Donc ici, citation. C'est un Skyfo qui parle dans une langue un petit peu cryptique, mais bon, on comprend quand même. Alors, les assistants connaissent des histoires plus claires, plus transparentes. Ils ne font pas non plus l'erreur de prendre Yasaka pour une planète. Et justement, on l'apprend plus tard, le noyau de Yasaka est un pulsar, donc c'est pas une planète. Lorsqu'il s'éteint un instant, c'est tout l'univers des post-humains qui s'éteint avec elle, montrant que les dîmes avaient raison. Yasaka, le symbole de l'ordre ancien, est une autre Babylone précipitée, et ici je cite la Bible, et elle ne sera plus trouvée. D'ailleurs, les post-humains craignent cette nuit au point que la régente Shavali Castanon fait tuer les personnes qui révèlent l'avènement de cette apocalypse. La nuit prophétisée par les dîmes annonce ainsi la fin du règne tech de Yasaka, ainsi que la réappropriation d'une histoire et d'un lieu d'origine pour ce peuple opprimé et errant. Et en ce sens, La Nuit des Pulsars est un roman sur l'exil, sur la migration, mais peut-être aussi sur le passé allemand. Juste beiseite. Enfin, cette Nuit des Pulsars libère les dîmes de leur maître Koustai. Si la description de leurs conditions de vie est tout en nuances, les Koustai incarnent tout de même une société où efficacité et économie sont les maîtres mots. Et justement, l'aspect de reptilien que Date donne ici à ces Koustai contribue à souligner, à travers une référence ironique à la culture complotiste, clairement, la dimension anticapitaliste de cette apocalypse. Et justement, je parlais de Babylone. Dans la théorie et la culture complotiste, les reptiliens descendraient de l'ancienne Babylone. Donc là, on voit vraiment le lien avec tout le motif apocalyptique. Voilà. Ainsi, dans les deux œuvres et sous des aspects bien différents, l'on retrouve la dimension politique de l'apocalypse à travers un idéal de société nécessitant une révolution profonde de l'ordre établi. Néanmoins, chez Date, les sociétés idéales se trouvent toujours confrontées à une réalité bien moins utopique. Aller-retour incessant et histoires multiples. La virtuosité de l'écriture de Date est aussi une méfiance vis-à-vis du genre, enfin, vis-à-vis d'un genre qui se voudrait seulement utopique, en fait. Donc un peu comme ce qu'on disait chez Damasio. L'on ne saurait donc interpréter l'apocalypse de l'abolition des espèces comme une utopie seulement techno-biopolitique, ni celle de La Nuit des Pulsars seulement comme un retour bienvenu à la Terre originelle. Donc ça, je vais essayer de l'expliquer dans ma deuxième partie. Et donc les romans de Date sont des romans de réconciliation, plus que de rupture, comme je vais tenter de le montrer. Donc, je me suis posé la question si justement ce sont vraiment des sociétés idéales. Évidemment non. Et donc là, je reparle de l'abolition des espèces. Quelle fin pour quel monde ? Nous l'avons vu plus haut, l'abolition des espèces est un roman qui tente de dire le changement. Évolution constante, ces figures se métamorphosent sans cesse. À force de s'altérer, elles deviennent aliens. L'identité du gente, dont la subsistance et l'hégémonie sont liées à sa capacité de transformation, signe en fait sur le plan symbolique sa lente dissolution dans une autre version de lui-même, autrement dit sa mort. Si la thématique de l'apocalypse est omniprésente dans le roman, elle y a en fait peut-être une autre symbolique, justement, puisque l'on apprend au milieu du récit que les 144 000 gentes de première génération, 144 000 c'est encore un chiffre apocalyptique ici, sont en fait issus d'humains génétiquement modifiés. Et il est alors possible de comprendre ce monde post-humain non pas comme le résultat d'une révolution apocalyptique, mais comme une simple évolution. Et rappelons-le, cette évolution, elle est voulue. Le proverbe du lion Cyrus, c'est, je cite, « Nous faisons de l'évolution tout simplement quelque chose de volontaire ». En effet, dans un monde où l'identité est fluide, hybride, celle-ci ne peut se situer dans une mythologie de la chute et de la rédemption, puisqu'elle est chute tout entière. L'homme cyborg, donc ici le gente, n'est plus seulement sujet de la dialectique entre soi et l'autre, il est libéré de ses chaînes biologiques et donc d'une pensée binaire, l'espace entre soi et l'autre. Et bien sûr, cette identité étant toujours autre, elle fait le deuil d'elle-même. En détournant le sens de l'apocalypse, tout au moins en le détachant de son aspect catastrophique ou catastrophiste, et peut-être aussi de l'idée de faute, Date remet en cause la nécessité d'une rupture pour un renouvellement. Je cite, « L'apocalypse, disaient les phérophones », c'est la manière dont ils communiquent. Donc l'apocalypse était le nom de l'heure, non pas l'annonce de la fin du monde, mais celui de son commencement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas une seule apocalypse ici, j'ai déjà évoqué. Donc, première apocalypse, les humains se font remplacer par les gentes.
Deuxième apocalypse, les gens doivent fuir la Terre parce qu'ils sont chassés par une divinité biotechnologique qui s'appelle Kataomen Leandraleal et qui amène avec elle une pluie de sang. Donc là, on a encore le motif apocalyptique. Et troisième apocalypse ou pas, on ne sait pas, en tout cas, il y a une guerre entre les différentes jantes et on a deux personnages, Faya et Padma Zambava, qui retournent à la Terre, donc qui a cette forme d'apocatastasis, la fameuse jeunesse dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc plusieurs apocalypses. Les apocalypses sont donc des évolutions, elles sont dépouillées de la notion révolutionnaire de rupture, mais pas de violence par contre. On a quand même une pluie de sang, etc. Bon. Alors, ces histoires, elles posent plusieurs questions. La première, qu'est-ce qui est nouveau ? Si l'idéal humaniste a été remplacé par l'idéal gentil, l'idéal des jantes, ces idéaux ne sont-ils pas encore une manière de donner accès à une post-humanité seulement à partir du vivant ? Les jantes n'asservissent-ils pas les humains comme les anciens humains le faisaient avec les animaux ? Bon, c'est des questions rhétoriques. En montrant que la société des jantes n'a rien d'utopique, puisque, je vous parlais du bioterrorisme, mais on y vend de la chair humaine, on diabolise la figure de l'homme, on le ridiculise, etc., afin d'écrire une histoire en noir et blanc. Donc il y a toutes ces questions, on pourrait faire une analyse postcoloniale d'ailleurs de ça. Mais bref, donc en tout cas, le roman, il pousse à réfléchir sur la notion d'humanisme, dans ce cas-là d'universel, mais peut-être aussi dans ce cas-là d'excluant. N'y a-t-il pas des êtres un peu moins humains, moins citoyens que d'autres ? Jusqu'où l'autre, avec un grand A, est-il encore humain ? Et donc, je voulais citer Rosie Bradotti à ce propos, qui est écrit dans The Posthuman, qui a été publié en 2013, qui fait retour un peu sur notre notion d'humanisme qui n'est pas seulement universel, mais qui peut aussi avoir quelque chose d'excluant. Donc, citation, « For some of these others, or perhaps we should say others, being human already feels alien, because my sex, c'est une femme qui parle, because my sex, historically speaking, never quite made it into full humanity. So my allegiance to that category is at best negotiable and never to be taken for granted. » Donc, voilà, on voit bien cette réflexion sur l'humanité. D'autre part, en faisant de l'apocalypse une évolution, l'histoire de l'abolition des espèces est une histoire du nouveau qui vieillit. Donc on le voit avec le lion Cyrus qui est... le lion Cyrus, on comprend, c'est en fait un jante... c'est le premier humain à devenir jante. À la base, il travaille dans un complexe biochimique industriel et puis il va décider de modifier progressivement les humains. Et ici, d'ailleurs, il y a une référence explicite à l'île du Docteur Moreau de H.G. Wells. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure. Voilà, donc Cyrus, lorsqu'ils doivent quitter la Terre, parce que donc ils sont chassés par Kataomen Leandraleal, Lazara va lui dire, Lazara c'est sa fille, elle dit à son père qui refuse de partir, « Vous êtes des traditionalistes qui ne comprennent plus ce qui vient. » Donc, une apocalypse en amène une autre. Et avec leur avènement, un nouvel ordre qui raconte des histoires autrement. L'on comprend donc que l'apocalypse est une histoire, un mythe que l'on se raconte sur nos propres origines. Comment ce monde a-t-il émergé ? Et ici, les paroles de la chimère Vempes, en parlant des mythes, expliquent comment justement la manière dont nous parlons du début et de la fin de notre monde est une histoire. Il révèle le caractère littéraire de cette mythologie des fins et des débuts. Citation. « Est-ce que je parle ? Qu'est-ce que je fais ? Pester sur les mythes en général pour défendre les mythes parlants contre les mythes silencieux. Les mythes parlants, c'est des faits historiques. Car seuls les mythes parlants aident à dépasser le mythique. Rien ne le peut sinon. » Donc rappelons justement que le texte apocalyptique est aussi un genre littéraire, ou en tout cas on peut le considérer comme tel. En réancrant l'apocalypse dans le contexte d'une histoire, celle des humains, ou des post-humains, ou des sauriens, etc., Date rappelle par un effet de distanciation que l'apocalypse est le récit d'une fin, mais en rien la fin des fins. Il la sort donc aussi de toute perspective moralisatrice. La fin est une simple évolution, biologique, temporelle. Et ainsi, Cordula Speth évoque dans Le Dernier Monde une époque révolue, celle où, je cite, celle des histoires érodées de Léon, cette époque où le péché existait encore. Peut-être qu'en cela, justement, l'abolition des espèces est moins un roman radicalement révolutionnaire qu'une histoire des évolutions, celle d'une histoire de l'évolution progressive et choisie. Alors, ensuite, dans La Nuit des Pulsars, en revanche, il n'y a pas d'évolution vers un autre monde. Au contraire, de prime abord, cette Nuit des Pulsars ressemble à un retour du monde ancien à la Terre originelle. Donc justement, c'est un peu l'action que je me suis posée, à une victoire de l'irrationnel, du mythique sur le rationnel et la technique. On serait donc tenté d'y voir une vision opposée à l'apocalypse de l'abolition des espèces, voire une forme de récit conservateur de racines originelles. Donc ce qui se cache derrière cette problématique, c'est bien sûr la question de l'opposition entre nature et culture,
Là, je fais référence à Par-delà nature et culture de Philippe Descola et également le concept de Donna Haraway Nature Culture. Donc l'idée qu'on ne peut pas sortir, en fait, l'humain, l'état de nature, c'est une fiction. On ne peut pas sortir... l'humain est intrinsèquement lié à la notion de culture. Donc voilà, ici, ce serait comme si la technologie des êtres sur Yasaka, donc les fameux post-humains quantiques cyborgs, était une hybridation dénaturée dont l'apocalypse sonnerait enfin le glas. Et à mon avis, il n'en est rien. Donc, je vais essayer d'expliquer d'abord pourquoi on peut le penser. Donc, de prime abord, il semble en effet que l'histoire des dîmes, leur destin fasse ressurgir une forme de retour d'un passé, d'une histoire refoulée, voire une forme de genèse, paradis perdu et retrouvé que serait la Terre. Dans ce sens, on peut comprendre l'Apocalypse comme un retour sur le passé d'un peuple en exil. Elle pourrait également indiquer l'importance de la nature humaine, de la Terre d'origine, en opposition à une hybridation technologique effrénée. L'Apocalypse ici viendrait signer la mort de ce monde d'artifice tech. Cette mort, la nuit mythique, n'est d'ailleurs pas décrite sinon dans une brève. Les brèves, ce sont des sortes de contes politiques qui sont écrits, donc c'est comme des contes politiques à l'intérieur du récit. Et donc, dans la brève qui est écrite par Laura, c'est un personnage humain quantique cyborg, il s'agit d'un cœur qui est en train de devenir de pierre et qui se met devant la maison d'un magicien et qui s'arrête petit à petit de battre. Et donc, on peut faire l'analogie avec le pulsar qui, lui, a arrêté d'émettre des ondes. Il y a donc là une symbolique de la mort, celle qui ne se dit que métaphoriquement. Donc ici, je plaide pour une autre interprétation de la nuit des pulsars, comme les révélations de nouvelles vérités en vue d'une réconciliation symbolique, celle de la nature et de la technique, ou de la nature et de la culture, et du passé et du futur. Cette réconciliation, elle opère à travers le rapprochement parfois forcé des sociétés dîmes et post-humaines dans la nuit des pulsars, dans le récit. Donc Dietmar Dad dit, une des premières raisons, c'est que Dietmar Dad dit de sa propre œuvre qu'elle pose la question du compromis et de l'irréconciliable. Die Frage nach dem Kompromiss und der Unversöhnlichkeit. Ça, il le dit dans la postface. Donc, je continue à expliquer cette idée. Donc, le récit s'ouvre sur le soldat Valentina, qui, au moment d'un grand danger, refuse d'allumer son tlaloc en affirmant, citation, « Je veux faire mon travail moi-même. Si le tlaloc s'occupe de tout, c'est lui le soldat, pas moi. » Mais l'affirmation de Valentina semble choquer sa formatrice qui lui répond « Quelque chose d'autre que toi, quelque chose d'étranger. Voir ainsi le tlaloc, c'est comme si l'on essayait de se départir de son propre cerveau. Manie schizophrène. » Mais si la formatrice de Valentina ne doute pas de l'intégrité de son esprit cyborg, l'annonce de la nuit des pulsars inquiète de plus en plus ces post-humains sur la nature de leur identité. Et César posera la question, qui est ce nous en réalité ? La perspective d'une apocalypse change leur perception première sur les technologies et sur les dîmes, et elle provoque également un grand sentiment d'impuissance, même pour la présidente Chevali-Castanon, je vais la citer. Elle dit « Face à la fin du monde, je suis aussi impuissante que tous les autres ». C'est d'ailleurs cette peur qui la poussera à déporter, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est dans le texte, discrètement les premiers dîmes sur leur planète d'origine. L'interrogation sur ces êtres considérés comme subalternes est constante. Les post-humains, ils se posent justement cette question, citation, « Comment un être dont la mythologie contredit les ordinateurs quantiques », j'explique un petit peu, donc comment un être dont la mythologie contredit les ordinateurs quantiques peut-elle comprendre ce que sont des twistors ? Les twistors, c'est une invention justement qui est basée sur les ordinateurs quantiques. Donc, ainsi, avant la nuit des pulsars, les post-humains ont une conception bien claire de leur représentation du monde et des hiérarchies. En haut, on a les post-humains avec leurs ordinateurs quantiques, et tout en bas, on a les dîmes, dont l'irrationalité et le mysticisme ne leur permettent pas de gouverner. Mais précisément, l'Apocalypse révèle ce que sont ces humains, des êtres interfacés non pas à des ordinateurs quantiques comme ils le pensaient, mais plutôt à des sortes de crustacés à l'intelligence supérieure. Le tlaloc est un alien à part entière. On pourrait donc dire qu'elle révèle en fait à ces post-humains ce qu'ils ne sont pas. D'ailleurs, ils affirment plus loin, il n'y avait pas d'homme du tout. Le fil de l'histoire semble donc pousser ces individus à réaliser que leur identité est fragmentée, qu'elle est lacunaire. Leur histoire, leur nom, leur culture ne leur appartiennent plus, et ils ont été coupés de leur vraie nature. En ce sens, leur sort est bien plus proche de celui des dîmes que ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire qu'ils méprisaient donc les dîmes parce qu'ils n'avaient pas cette histoire ni cette culture, etc. Et ce qu'apporte la nuit des pulsars, c'est précisément la révélation qu'eux-mêmes ne sont pas mieux que les dîmes. Ici, j'aimerais encore citer
Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, si, c'est juste. Ok. Je voulais citer Bradotti encore une fois, comme pour l'abolition des espèces, puisque ça permet d'expliquer en quoi, par retour, l'avènement des biotechnologies a rendu notre propre identité humaine incertaine. Donc, the old modernist idealization of the unitary, rational, independent, able-bodied human subject has been revealed as a fiction. The self, subject, person, citizen, the human, each of these individualized entities is now firmly interconnected and caught up in the ever-growing whirlpool of capital, technology, communication. On voit donc en quoi la question de la technologie fragilise profondément le rapport de l'humain à une identité qu'il voudrait fixe et certaine. Alors, ces retournements permettent ainsi certaines réflexions sur ce qu'est l'humain, en esquissant des images du post-humain aux multiples facettes, en montrant l'importance de la quête d'une identité qui ne soit pas univoque. Le roman de Date invite à une vision de l'identité humaine qui réconcilie nature et culture, mais aussi passé et futur. Donc ça, je vais juste rapidement l'expliquer. En effet, sur ce dernier point, le retour de la diaspora des dîmes à la terre fait référence à un passé volé et retrouvé, et aussi à la Shoah et très probablement aux expulsés allemands après-guerre, donc les Vertriebene. Quoi qu'il en soit, cette tentative de réconciliation permise par la nuit des pulsars, elle est particulièrement visible dans la brève de Laura. Donc la brève, c'est cette histoire dans l'histoire dont je parlais. Donc dans cette histoire, le cœur de Pierre ne peut revivre, donc arrêter d'être de Pierre, que s'il est accepté par le magicien dans sa maison. Et ce magicien, il a peur de l'accueillir à cause de la fidélité qu'il a pour sa femme. Et là, le narrateur commente, citation, « Ce n'est pas la fidélité du magicien pour sa femme qui paralyse et fait souffrir le cœur, c'est le mot jamais. La quatrième possibilité, donc là je précise, la quatrième possibilité, c'est celui que le magicien accueille le cœur dans la maison, signifie que l'un et l'autre, Pierre et magicien, se pardonnent ce mot, donc le mot jamais. Alors on ne sait littéralement pas comment la brève finit, c'est-à-dire, voilà, on ne sait pas comment la brève finit, mais le magicien a la possibilité d'accueillir le cœur dans sa maison, et le récit laisse donc place à une possible réconciliation entre ces deux-là. De la même manière, on a le post-humain César et la dîme Daphné qui développent des sentiments au cours du récit. Donc ce qu'amène la nuit des pulsars, c'est l'acceptation de deux différentes images du post-humain qui coexistent, l'une n'éradiquant pas l'autre. Hein ? Donc l'on voit bien en quoi l'Apocalypse cristallise certaines peurs contemporaines face à une dissolution possible de l'identité dans les deux œuvres. Dans l'abolition des espèces, l'accent est mis sur la problématique d'une société nouvelle, excluant ce qui ne relève pas du post-humain. Elle est critique de la notion de post-humanisme et par retour pour nous d'humanisme, et cette même idée, elle se retrouve dans La Nuit des Pulsars. Dans les deux cas, la pluralité des voix qui composent le récit permet une écriture de la réconciliation. L'Apocalypse n'est pas nécessairement rupture ici, elle est évolution, possibilité de changement. Il s'agit maintenant à présent de voir ce que le changement signifie dans ces histoires de l'évolution. Je vais parler de temporalité, je vais essayer de faire ça un peu plus court, j'espère que je ne vous endors pas. Donc, la troisième partie, l'appelée temporalité, et notamment « Es wird gewesen sein », donc « cela aura été ». Je vais m'expliquer là-dessus. Donc, on l'a vu dans l'abolition des espèces, l'Apocalypse est vidé de sa dimension catastrophiste. En proposant une vision évolutive plus que révolutionnaire, il est possible de voir la fin de l'Anthropocène ainsi que l'émergence d'autres sociétés au cours de l'histoire comme une phylogénie progressive. Autrement dit, il n'y a plus de catastrophe. Pourquoi ? Car l'aspect cataclysmique des imaginaires apocalyptiques est en fait lié à la notion d'apogée et de décadence, donc à une vision progressiste de l'histoire. Donc l'histoire humaine, l'histoire post-humaine, etc. etc. Or, dans l'abolition des espèces, se pose précisément la question du sens de l'histoire du vivant. Sur Mars, les gens ont initié ce qu'ils appellent une experimentum crucis, qui consiste à déterminer s'il faut attribuer une portée téléologique à l'évolution ou si elle est le fruit d'un hasard. Téléologique, ça veut dire qu'il y a une finalité à l'histoire. Le récit répond que l'évolution est un chaos organisé, une forme d'entropie, et donc ici l'expérience elle prend une tournure qui est radicalement anti-téléologique. L'on pourra donc affirmer par retour que la complexité de l'espèce humaine n'implique pas sa supériorité. Et donc on voit également ici en quoi c'est une affirmation qui est totalement antispéciste. Alors, les discussions des gens sur le sens de l'histoire de l'évolution, elles sont directement liées à des réflexions sur l'abolition du temps absolu, die Abschaffung der absoluten Zeit, donc l'abolition du temps linéaire. Ce qui est important n'est pas temporel, mais logique. Et dans cette mesure, on peut dire que les histoires, elles sont constamment à réécrire. Mais il ne s'agit pas simplement d'imaginaire. Cette idée, elle a des implications profondes. L'on peut être, je cite, Roméo et aimer Juliette, ou être Juliette et aimer Roméo, réconcilier l'histoire, oublier le temps. Donc le changement de point de vue est possible.
L'histoire de l'histoire avec un grand H, elle est constamment réécrite, réactualisée depuis un nouveau point de vue. C'est la raison pour laquelle l'on ne peut rien dire autrement que « cela aura été ». D'où l'emploi quasi omniprésent du futur antérieur dans certains passages du roman. En allemand, c'est Futur 2, donc es wird gewesen sein. Cette idée de réécriture permanente de l'histoire est renforcée par l'intertextualité explicite dans le roman. On va faire par exemple référence au monolithe noir de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je ne vais pas citer ici, mais voilà. Mais c'est précisément ce monolithe qui emmène les humains dans un autre temps. Donc il y a voilà, cette idée-là. Dans tous les cas, cette référence, elle nous sort de l'action intradiégétique, de l'action de l'histoire, elle nous rappelle la facticité du roman que nous sommes en train de lire, et ainsi toute littérarisation de l'histoire. Je cite, « Rien ici l'on n'écrivait plus de poèmes épiques, même plus de romans, mais bien plutôt une longue seconde histoire naturelle aux nombreuses ramifications, depuis que l'épopée de la dénaturation gentile avait suivi son cours dénaturé. » D'autre part, le dernier monde signe l'abolition totale du temps. Ainsi, la vraie fin des temps s'apparente probablement à un espace-temps sans temporalité linéaire et se modifiant constamment. Cordula l'évoque dans un rêve prémonitoire un peu avant cette apocatastase. Donc je cite « Je savais, et je ne peux dire d'où, que j'étais arrivée à la fin d'un long voyage, et peut-être dans un futur, ou plutôt dans un présent absolu qui était en même temps un passé divergent de l'histoire vraiment vécue. Ce qui a été peut disparaître, et c'est là que c'est intéressant, mais ce qui aurait pu être, personne ne peut nous l'enlever. » Dans cet univers, donc je parle de l'apocatastase rapidement, Kataomen Leandraleal, donc c'est un être à 4 dimensions, les 3 dimensions qu'on connaît, longueur, largeur, profondeur, et puis eux ils ont droit à la dimension voyage dans le temps, donc c'est quand même pratique. Dans cet univers, il faut le considérer comme une bulle close sur elle-même, donc sur Mars et sur Vénus, le temps continue à continuer, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Et donc dans cette bulle close sur elle-même, le passé, présent et futur s'entremêlent. Donc on a par exemple des procès de sorcières qui sont interrompus par des parties de Kataomen Leandraleal. On a la mission d'Apollo 13 qui rate parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà sur la Lune, donc il n'y a plus de place. Voilà. Donc on a cette idée-là. Et cette vision complexe de la temporalité et de la fin des temps, donc ici pas seulement téléologiquement, mais aussi bien en termes d'abolition totale du temps absolu, n'existe évidemment que comme possibilité imaginaire à travers les yeux de ceux qui sont immergés dans cet espace hors temps. Je m'explique. C'est pourquoi le dernier monde décrit ressemble à un paradis originel, à un musée des possibilités qui n'existe que dans l'imagination de Padmasambhava et Fayard, donc ces 2 êtres qui retournent sur Terre. Cela nous rappelle une dernière fois que cet espace sans temps est une image mythique de celui qui veut saisir sa propre histoire et propose une vision du paradis post-apo traditionnel, la Genèse, sous une forme mouvante tout de même, puisqu'il y a des brèches dans l'espace-temps. L'histoire, elle se réécrit. Donc on pourrait dire ici qu'il s'agit d'un paradis écrit comme tentative imaginaire de parler de cet impossible qui consiste en l'infinité des possibles. Voilà, donc dernière fois que je parle de la nuit des pulsars. Il y a la même idée d'abolition du temps à travers la thématique du voyage dans le temps. Donc ici, il s'agirait plutôt d'un multivers avec de multiples univers possibles. Dans ce récit, il est permis par l'existence des portatos, donc les portes qui permettent de voyager dans le temps. Et ici encore, l'évolution de l'univers n'est pas conçue de manière linéaire, mais comme une machine à calculer. Donc c'est ce qu'explique un Skype à César, amenant l'idée que la nuit des pulsars est une simple réorganisation dans l'enchaînement des événements. Donc on passe de procédés synchrones, simultanés, à des procédés asynchrones, non simultanés. Pour le dire simplement, en fait, il s'agit d'une conception du réel comme une simulation où l'univers serait une machine calculant, une machine à calcul qui envisage toutes les possibilités. Évidemment, on ne peut pas le comprendre avec nos cerveaux, et d'ailleurs César répond « C'est quelque chose que nous ne pouvons pas penser parce que nos cerveaux, ou ceux avec quoi nous pensons, sont encore coincés dans l'espace-temps. » Possibilité impossible, temporalité inexistante. Le récit nous emmène, quoi qu'il en soit, dans un univers où tout peut arriver. Ainsi, l'on comprend que la femme en noir qui accompagne l'exilé politique César depuis le début du roman est en fait son ennemie déclarée, la présidente Chavali Castanon, ayant voyagé depuis le futur. Ce qu'a amené l'Apocalypse, la nuit des pulsars en dernier lieu, c'est donc l'abolition de l'espace-temps tel qu'on le conçoit. D'un point de vue symbolique, il me semble que cette imagerie d'un nouvel univers sorti du temps n'est pas une simple volonté de retour vers une unité originelle, mais bien une manière de dire l'impossible, c'est-à-dire l'individu à l'épreuve de ce qui le rendra autre à lui-même. J'aimerais donner ici un exemple de l'inquiétante étrangeté science-fictionnelle dans La Nuit des Pulsars. Alors, c'est Chavali Castanon qui se met devant son miroir. Donc, citation, « Elle se mit face au miroir et vit une personne qui ne se situait ni à la fin de son cheminement, ni au début du nouveau, mais au croisement des deux.
Donc ici, l'identité de Chavaly-Castanon, le reflet de ce qu'elle est à un moment précis, est mis en perspective de ses potentialités passées et futures. Et enfin, la dernière image du récit apparaît dans un autre espace-temps César, lui aussi devant un miroir. Donc citation. César Descarines ne voulait pas rester qui il était, Chavaly-Castanon ne voulait pas rester où et quand elle était. Il entra dans son miroir au moment où elle entra dans le sien. Un peu plus loin, ils se retrouvèrent à nouveau, cela changea tout. Ici finit le roman, mais comme on le comprend, d'une certaine manière, c'est aussi là qu'il pourrait recommencer. Fin et début sont intimement liés, c'est-à-dire toujours à réécrire. Voilà. Très rapidement, je fais ma petite conclusion. Donc ces récits ne finissent pas de se retourner, comme on l'a vu. Ils amènent différentes voix VOIX et voix VOIES, donnant à penser la complexité d'un monde face à toutes ces possibilités. Si la thématique de l'Apocalypse cristallise nombre de fantasmes, de craintes face à ce changement, les romans de Dietmar Datt nous rappellent aussi que la volonté de maîtrise de son environnement, propre à l'homme, est bien peu de choses face à l'histoire de l'évolution, au temps qui passe. On pourrait dire vanité des vanités. La conception en spirale de l'histoire, cela aura été, qui se réécrit sans cesse dans la bouche des humains, des jantes, des dîmes, tous les personnages des 2 romans de Datt, redonne au motif de la fin des temps un sens très simple, celui de son abolition et non pas celui du progrès, de la décadence et du catastrophisme qui l'accompagne en général. Les romans nous invitent à réfléchir à ces conceptions anthropocentriques, de la même manière qu'ils nous poussent à considérer nos conceptions humanistes et nos idéaux à travers les points de vue de l'altérité. L'on pourrait donc qualifier ces romans d'imaginaire critique ici. Qu'y a-t-il en jeu dans nos révolutions ? Donc, Datt est critique mais pas désespéré. Il nous ouvre également le champ des possibles à la réconciliation, des possibles et de la réconciliation à travers une écriture du changement qui, à mon sens, résume assez bien dans la dernière citation que je vais vous donner ici, à travers les paroles d'un oiseau qui n'est pas un oiseau de malheur, mais presque. Mais bon, voilà. Justement, entre les deux, il y a cette vision à la fois utopique et dystopique. Donc, je cite, Lutarius, c'est le latin pour vivre dans la vase. Lutarius, et nous sommes tous faits de boue, mais à présent, on nous amène quelque chose de meilleur, de plus cruel. À présent, l'étoile de la transformation approche. Je subis la secousse d'un vent terrible. Je me lamente avec la voix du nouveau-né sur le secret de mon premier souffle, et j'aimerais être ailleurs. Nous traversons des royaumes que nous ne reconnaissons pas, portés par les boursouflures du temps. Voilà, donc j'en ai fini ici, je vous remercie de votre attention.